Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Le cas de l'idiote Duhamel Charleroi, parlons-en. Le cas de l'idiote Charlotte Duhamel, parlons-en. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous saluer. Vous savez, l'hiver ici s'annonce grandement. Le froid dans lequel nous sommes, si tu n'as jamais mis les pieds au Canada dans cette période-là, tu n'as jamais vu le froid depuis que tu es né. Si tu n'as jamais mis pied au Canada, tu n'as jamais vu le froid depuis que tu es né. C'est pas ce qu'on appelle abusivement Abidjan. Ah, le froid intense. C'est pas ça le froid. Ce qu'on dit en France, le froid intense, non. Ce qu'on dit en Angleterre, le froid, ce n'est même pas le froid, ça. Le froid ici, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, moins 60, c'est pénible. Donc, c'est une période dans laquelle je vais beaucoup travailler. Donc, je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour donner la parole, parce que tout devient compliqué, complexe. Tout le monde s'habille comme des Esquimaux. Donc, ça va me fatiguer un peu. En donner la parole, se lever le matin, aller chercher le morceau de pain, c'est vraiment compliqué, mais je suis en train de réfléchir, mais c'est vraiment compliqué. Quand tu es dehors même, ça dit que tu as envie de rentrer là où tu travailles. Quand tu finis, tu as envie de courir, venir à la maison, manger un morceau, puis te coucher. Matin, tu as envie de te coucher normalement, même chose. Il y a une femme qui s'est présentée sur les réseaux sociaux pour prendre les Noirs à témoin parce qu'elle est noire, elle est à Djoukourou. Je voudrais vous dire que le président Houphouët-Boigny, c'est une référence internationale. Tant dans son éducation, tant dans sa psychologie, il avait la connaissance parfaite de l'Africain et il avait la connaissance parfaite des Ivoiriens et de tous les peuples. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de vous à moi, Oufou a eu 307 ministres toute sa carrière jusqu'à la fin de sa vie. Ces 307 ministres, il n'y a pas eu 4 à Djoukourou dedans. Il n'y a pas eu 4. Parce que Oufou savait ceux qui sont les faux et il savait ceux qui peuvent gérer convenablement les affaires de l'État. Il ne voulait jamais travailler à Djoukourou. Ce sont des faux. Ils sont mes troupes, mais ils sont faux. Femmes comme garçons. Tu as femme à Djoukourou. Si elle ne t'a pas trompé, tu as la chance que vous êtes 10. Et celle qui dit que le président Tidiane Thiam jouit de la double nationalité, elle s'appelle Duhamel Charleroi. C'est-à-dire, elle a oublié son nom à Djoukourou parce que ce sont des opportunistes. Elle a eu un taco de blanc là-bas. Elle pense que c'est la fin du monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pourquoi elle donne un tel discours? Vous savez, au début, elle s'est présentée comme la société civile. Elle était virulente et véhémente dans sa parole. J'ai appris que, avec des soucis, parce que vous savez, en pays à Djoukourou, je maîtrise tous les villages. Toute l'organisation là-bas, on est tout donc je vais partout là-bas, je les connais parfaitement. Tous les villages à Djoukourou, ils sont pas nombreux. Elle serait la nièce d'une femme qui a été ministre. Quand M. Alassane Ouattara était Premier ministre en Côte d'Ivoire, ministre PDCI, Charleroi Duhamel est la nièce d'une femme qui, au premier coup, a dit qu'elle est aidée. Elle est à l'image de sa tante là. Et sa tante s'est inscrite dans le Front républicain, c'est-à-dire RDR et FPI. Quand le PDCI l'a approché, au premier mouvement, elle a trahi ses amis
du Front républicain qui avait fait d'elle députée, cette femme-là. Elle a vilipendé ses anciens amis. Et cette femme-là, quand le président Gbagbo a pris le pouvoir, elle a approché le président Gbagbo, comme les politiciens, ils sont tous des roublards, dans le dernier gouvernement du président Laurent Gbagbo, là. Elle était ministre. Quand Alassane Ouattara prend le pouvoir, par un effet de magie et de passe-passe, aujourd'hui, elle est dans une structure forte qui est chargée de valider les élections en Côte d'Ivoire. C'est elle qui a approché sa nièce, Charleroi Duhamel, pour lui dire « Je suis avec les gens là, la parole que tu donnes me gêne. Je vais chercher des miettes pour te donner. » Donc, cette Duhamel, Charleroi, est très corruptible. Parce qu'ils vont en France, ils ne veulent pas travailler. Ils vont en Europe, ils ne veulent pas. Moi, le jour où je ne travaille pas, je vais m'asseoir en Côte d'Ivoire. Ou si la Côte d'Ivoire est encore fermée, si je ne travaille pas, je vais m'asseoir au Togo ou au Bénin. Elle ne travaille pas. Ils lui ont donné quelques millions. Elle est dépassée. On lui a dit, on te met en mission pour insulter le président Tidiane Thiam. C'est ce qu'ils lui ont dit. Et je vous le dis, je suis assis au cœur du PDCI. Je suis assis au cœur du PPACI. C'est la vérité que je vous dis. Hein. Je suis assis au cœur du RDR. Je suis assis au cœur de tous les partis que vous voyez passer. La chance, on a fait la fac avec des amis qui sont les grands cadres de ces partis-là et qui n'ont pas un problème personnel contre Nieba. On est des amis, on parle et me donne l'information de première main. On a fait l'université d'Abidjan. Après l'université, quand j'enseignais 2 ans, je suis allé à l'école française des attachés de presse et des professeurs de la communication. Il y avait des Ivoiriens dedans, qui sont des grands dans le monde de la culture et du journalisme, en Côte d'Ivoire, à la télé, à la radio. On parle comme je vous parle. Ils m'ont dit, mais celle-là, c'était une prostituée. Duhamel Charleroi, c'était une prostituée ici au Clignancourt. Au Clignancourt. C'était une prostituée et les blancs qui viennent en tourisme comme ça. Il y a un qui l'a emballée et qui allait avec elle, elle ne travaille pas. Pour s'asseoir sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit un mensonge grossier. Et je soutiens le président, l'ancien président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, qui a dit l'émotion est nègre, la raison est hélène. C'est dire la pensée discursive et fluctuante est de l'homme blanc. C'est ce qu'il a dit, c'est pas moi qui le dis. Et l'émotion, c'est dire la bêtise dans le comportement est l'homme noir. Il n'avait pas tort de le dire. Elle s'est assise sur les réseaux sociaux. On dit qu'elle couchait avec celui qui lui a donné un petit job. Elle couchait régulièrement avec lui. Alors qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Elle couchait régulièrement avec lui. Et elle lui a fait du chantage pour dire, tu couches avec moi, moi je suis une femme, je vis avec quelqu'un. Si tu ne fais pas, je vais dire à mon mari. Il lui a dit, mais il faut dire, on va voir qui va avoir honte. Et elle s'assoit gaillardement sur les réseaux sociaux pour dire, il veut coucher avec moi. Vous savez, une femme ne dit jamais, il a couché avec moi. Il veut coucher avec moi, j'ai refusé, donc j'ai perdu mon emploi. C'est cette maudite femme-là qui dit, le président Tidiane Thiam, parce qu'on l'a mis en mission, le président Tidiane Thiam, a la nationalité ivoirienne et française. Donc, il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. C'est ce qu'elle dit. Vous voyez, quand nos sœurs se prostituent en Europe, qu'elles n'ont pas honte, nous allons prendre la parole pour parler. Qu'est-ce qu'elle parle de, qu'est-ce qu'elle dit de la double nationalité? En France, on acquiert la nationalité par le mariage. Dramane Ouattara, qu'elle sait là? Dramane Ouattara est allé aux États-Unis avec la nationalité voltaïque, c'est-à-dire burkinabé, ça fait 1. Dites à cette Duhamel qui a oublié son nom à Djoukourou, parce que ça ne lui plaît pas. Donc elle est une personne dézinguée, déraisonnée, déséquilibrée. Quand Dramane Ouattara allait aux États-Unis,
un étudiant, il y a toujours une nationalité qui est greffée à l'étudiant pour commencer à être... Parce qu'on va dire, nationalité, tu dois écrire. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit voltaïque. Il n'était pas sourd. Il n'était pas aveugle. Il n'était pas fou. Il a écrit voltaïque. Lui-même, bourse voltaïque. Une bourse américaine qu'on a donnée au titre de la haute volta. Et il allait étudier. Au temps du président Maurice Yameogo, on lui a donné la bourse, il allait étudier. Quand il a rencontré l'américaine, jamaïcaine Barbara Davis qui était déjà américano-jamaïcaine, Alassane Ouattara, opportuniste éternel, s'est greffé à elle. Donc, il est jamaïcain, il est américain. Ça fait 3. Dites à Charleroi, Alassane Ouattara est voltaïque, c'est-à-dire burkinabé, jamaïcain et américain. Il est venu en Côte d'Ivoire. Nous avons vu sa femme avec 2 enfants. Quand il est allé avec Dominique, qui est française, il a dit il ne veut plus l'américaine, il n'a plus Dominique. Donc Alassane, voilà. Voilà. Mais en soumet, Dominique est algérienne parce qu'elle est née en Algérie et la loi algérienne te fait l'obligation de garder la nationalité algérienne quand tu nais en Algérie. Donc, Alassane Ouattara qu'il a épousé, il a 5 nationalités. Alassane Ouattara a 5 nationalités. Je dis bien Alassane Ouattara a 5 nationalités. Et celui qui a soutenu au PDCI, là, on lui a dit de le soutenir, Jean-Louis Billon, son père est français. Et par habitude, il est devenu ivoirien. Jean-Louis Billon, qu'elle soutient, a 2 nationalités. Il est franco-ivoirien. Donc, quand on doit tenir un raisonnement, on va jusqu'au bout. Oui, le président français, le président Tidjane Thiam a marié Marie Soisic, qui est française. Donc, d'emblée, il est français, ivoirien. Mais le président Tidjane Thiam a renoncé pour ce qu'il veut faire. Il a renoncé à la nationalité française. Parce qu'il connaît les limites de la loi. Le président Tidjane Thiam n'est pas comme Alassane Ouattara qui n'a jamais renoncé à la nationalité. Le président Tidjane Thiam a écrit à la France pour dire ma femme est française, mais moi, j'ai une ambition, je renonce à la nationalité. C'est de ça qu'il s'agit. Mais cette Duhamel Charleroi, c'est dit que le nom a du coup même a disparu. Je ne dirai jamais que je m'appelle M. Beaulieu, ou bien M. Rosemont, ou bien je ne sais quoi, M. Charleroi. Je suis Nieba et Nieba du début à la fin. Et mes filles, je leur ai mis en tête, même si quelqu'un te marie qu'il est d'un autre pays, il ne faut jamais oublier le nom Nieba. Les petites là, les filles d'Annie, papa, on a compris. Et ça sera comme ça. Donc, voici une telle femme qui a été corrompue par le réseau de Dominique Ouattara et qui vient s'égosiller, qui ne connaît rien et qui parle de la nationalité. Un langage qu'elle tenait il n'y a même pas longtemps, elle a changé. C'est pourquoi je vous dis, vous tous qui m'écoutez, je ne fais jamais confiance à un homme noir. Ça, c'est ma personnalité. Vous savez, moi, il n'y a pas de chose ici. Ce qu'il pense, ce qu'il dit. Quand je suis en face d'un blanc, je lui fais plus confiance dans son raisonnement, dans sa pensée. Je n'ai pas le choix. Mais l'homme noir, Dieu n'a pas fait exprès de rendre vos peaux noires. C'est pourquoi moi, je ne suis pas noir là. Regardez ma peau. On dirait un Indien. Noir! Âme noire, esprit noir, faut jamais lui faire confiance. La preuve, tous les jeunes qui partent d'ici pour se marier dans les pays africains, les filles comme les garçons, on les empoisonne. Pourquoi Dieu peut m'avoir créé dans un tel peuple bizarre, d'une méchanceté sans pareil? C'est pourquoi, de tous les peuples, on a subi l'esclavage. Et la colonisation était plus dure chez nous que partout ailleurs. Parce qu'on n'a pas une bonne pensée. Donc, dites à la nièce de cette femme qui est dans la commission électorale que l'information est déjà au niveau de Nieba. Parce que ce que les gens ne savent pas, je vais vous dire, hein, ce que les gens ne savent pas, les gens qui sont aidés, qui souffrent chaque jour pour Dramane Ouattara, eux, on ne leur donne pas
eux, ils sont là, ils sont des exécutants. Et ils voient des millions qu'on enlève pour donner à certaines personnes qui hier les ont insultés. Et les militants du UDR n'ont rien. Ceux qui sont morts en 2004, qu'on a tué, c'est aujourd'hui leur magasin qu'on casse. Les militants du UDR n'ont rien. C'est pourquoi je dis, il faut comprendre, souvent il faut pas tribaliser le débat. Faut pas aller tel groupe. Ils sont encore plus dans la souffrance parce qu'on pense que c'est des acquis. Voilà Madame Charleroi là, qui vient de déverser plusieurs millions de femmes sans conviction. C'est pas parce qu'un homme est inconnu qu'il est forcément RDR qui mange RDR. C'est pas forcément un homme est Diarra-Souba, eux ils souffrent plus. Ils sont des commerçants. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils ont mal au cœur. C'est pourquoi le tribalisme, moi je l'aime pas. Deuxième chose que je vais dire, le problème libanais, c'est vrai, la nouvelle génération de Libanais aujourd'hui, ils sont devenus autre chose en Côte d'Ivoire. Ils sont méchants, ils se comportent d'une manière comme des fous, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Quand ils sont en face de nos parents, ils se comportent très mal. Mais ceux qui ne savent pas, le problème libanais, Houphouët-Boigny n'a pas envoyé les Libanais en Côte d'Ivoire. Il ne l'a pas fait. Vous savez, je n'utiliserai pas le mot malédiction, mais dans le Moyen-Orient, c'est pas aujourd'hui cette affaire commence, hein. C'est comme vous voyez, puis on dit, il y a la guerre entre Israël, le Liban, il y a la guerre entre... Ils ont, eux, leur sang est toujours comme ça. Les premiers qui sont partis du Liban sont partis en 1903. Il y avait des problèmes graves en 1903. Et la France, qui avait sous protectorat la Syrie et le Liban, la France les a pris par des bateaux. Il y a un groupe qu'on a envoyé en France. Il y a un groupe qu'ils ont négocié avec les Américains. Ils sont partis. Il y a un groupe qu'ils ont envoyé dans leur colonie, au Cameroun, au Gabon, au Tchad, en Centrafrique, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, en Haute-Volta qui est aujourd'hui Burkina, au Niger, au Sénégal surtout. 1903. 1923, les mêmes là ont eu des problèmes en s'entretuant encore pour des affaires de religion. Les chrétiens tuent les musulmans tuent les chrétiens. Les musulmans entre eux-mêmes, ils s'entretuent. Il y a chiites, il y a sunnites. Même Coran, ils s'entretuent. Les chrétiens, même Bible, ils s'entretuent. Les Arabes, vraiment, ce peuple-là, vraiment, je ne sais pas comment ils sont organisés. En 1923, il y a eu un autre convoi qu'on a déplacé vers les anciennes colonies. Et en 1929, on a déplacé Robert Boudji qui a parlé là. Son père est parti de chez lui en 1929. Il était dans la délégation. Dans le groupe. Il y en a qu'on envoie aux États-Unis. Tel groupe, on l'envoie ici. Ceux qui sont plus intellectuels, les Blancs, il y a toujours une immigration choisie. On les envoie soit en France. Il y en a qui ont eu la chance. En 1948, quand on a proclamé l'indépendance d'Israël, il y a eu des problèmes encore dans le Moyen-Orient, ça n'allait pas. Ils s'entretuaient parce qu'ils n'acceptaient pas Israël. En 1951, on les a pris avec l'adoption par l'ONU de la haute représentation de l'ONU, le HCR, au commissariat des réfugiés. Les premiers qu'on a pris, c'est les Libanais, les Syriens, et on les envoyait encore dans les mêmes colonies. On dit, comme vous avez déjà vos parents dans ces colonies-là, Houphouët n'était pas là. C'est pas Houphouët qui décidait. En 1951, il était un petit député. Il y avait des gouverneurs dans les colonies. Et De Gaulle était en France là-bas, sous la 4e République, où la France balançait comme ça. C'est pas Houphouët qui les a envoyés. Ça s'est calmé. En 1967, quand il y a eu la guerre de Yom Kippour en Israël, il faut apprendre. Du Yom Kippour, ce sont tous les pays autour d'Israël qui ont attaqué Israël. 8 pays, 7 ou 8 pays. Quand Israël s'est repris, Israël a commencé à faire les représailles. Les Libanais sont partis de chez eux, les Syriens sont partis de chez eux. Ils sont venus chez leurs frères qui s'étaient déjà installés, ils avaient 50 ans, ils sont venus, se sont intégrés. 67 est passé. En 73, ils ont fait la même chose en provoquant Israël, en attaquant Israël. On les a fait déplacer.
et la grande vague entre 75 et 79, vous avez connu, je vous ai parlé de la période de Walid Jumblat, je vous ai parlé de tout ça. C'est moi ma tête là, il n'y a pas deux têtes. Mais pourquoi je sais tout ça là? Alors que je ne suis pas né à ces périodes-là. Et puis vous ne savez pas, vous allez écouter n'importe quoi. Et ils sont venus. Mais ce que je vais dire aux Ivoiriens, que je voudrais que vous expliquiez à tous les Ivoiriens, les Libanais se sont intégrés parce que les Ivoiriens ont prouvé qu'ils sont des paresseux, nos parents. Je reprends. Les Ivoiriens et les Syriens se sont intégrés parce que les Ivoiriens ont prouvé qu'ils sont paresseux. Et je vais vous expliquer. Parce que quand je dis, je fais. Avant, le ministre de l'économie et des finances, auprès d'Houphouët-Boigny, s'appelait le président Henri Konan Bédié. Si tu ne connais pas le président Henri Konan Bédié, que tu sois maudit et que ta descendance soit maudite parce que tu as un cerveau sclérosé, un cerveau monoposé. Tu n'es pas venu pour être quelqu'un sur la terre, tu es venu pour errer et puis pour repartir. Le président Henri Konan Bédié était ministre de l'économie et des finances. Jeune homolide des universités. Quand il est venu, le président Houphouët, c'était un homme très stratège, mais il n'était pas économiste. C'était un grand visionnaire politique. Le président Henri Konan Bédié lui a dit, quand on prend le pays, il faut construire des entreprises, il faut construire des sociétés d'État, il faut faire comme ça, il faut faire patati patata. Et le président Houphouët-Boigny s'est ouvert à Bédié. Le président Bédié a créé Chaîne-Pac. C'est des grands magasins. Hein? Il a créé Agripac. Il a créé Bata. Il a créé Chaîne-Avion. À cette époque-là, nous sommes les derniers qui avons utilisé Bata. La publicité de Bata, c'est dit pas un pas sans Bata. En sorte que si tu dois aller à l'école primaire, que tes parents n'ont pas acheté Bata, tu ne veux pas étudier. Hein? Pas un pas sans Bata. C'était les chaussures. À cette époque-là, c'est le président Bédié qui a créé tout ça. Mais qu'est-ce que le président Bédié a fait? Écoutez-moi très bien et demandez aux anciens qui mentent parce qu'ils ont été paresseux, ils mentent aux jeunes, ils pensent que nous, on ne sait pas. Le président Bédié a dit au président Houphouët-Boigny, les magasins que nous allons créer là, il faut que ces magasins-là permettent aux Ivoiriens d'être dans le milieu du commerce. S'ils gèrent Chaîne-Pac jusqu'à peut-être 2 ou 3 ans, il a amorti le sou, ça devient pour lui, ça devient son entreprise. S'il gère Chaîne-Avion et dans chaque région on crée, on donne la clé, on donne les moyens aux gens et puis il faisait ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils ont donné au Dida, ils ont donné au BT, ils ont donné au Baoulé, ils ont donné à Djoukourou, ils ont donné à Kié, ils ont donné à Bron. En 10 ans, nos parents ont fait tomber toutes ces grandes surfaces commerciales. C'est la vérité que je vous dis. Ils ont fait tomber tout. Quand le monsieur vend de lundi au vendredi, tout son bénéfice, il prend pour aller au village, pour danser, pour acheter moutons, les funérailles, engloutissait tous les moyens. Tous ces magasins sont tombés, toutes ces sociétés sont tombées. C'est la vérité que je vous dis. Chaîne-Avion est tombé. Agripac est tombé. Chaîne-Pac est tombé. Tout ce que je ne peux pas citer ici, tout est tombé. Bata est tombé. Il faut bien que le commerce fonctionne. Les Libanais sont là. Ils se tournent le doigt. Quand le président Houphouët-Boigny a voulu les aider, les premiers qu'il a utilisés, ce n'était pas les grands magasins. C'était, il les a utilisés dans le café, le cacao, pour acheter. Et les Libanais se sont organisés. C'est dans ce secteur où Houphouët a donné à chacun. Mais le commerce est tombé. On risque d'aller, la Côte d'Ivoire s'en va à la banqueroute. C'est à ce niveau que le gouvernement a dit aux Libanais, est-ce que vous pouvez venir au secours du commerce en Côte d'Ivoire? Il faut que vous reteniez ça. Nous, on n'avait pas plus de 4 ans, mais je sais tout ça. Il faut chercher à savoir. Mais je comprends l'idiotie de l'homme noir. Vous ne verrez jamais ces gens-là prendre un livre, lire. Vous ne verrez jamais ces gens-là faire une enquête pour comprendre comment son pays avance. Mais quand on fait, comment on appelle le truc quand même? Djedeba Djaba, et tu les vois sur les réseaux sociaux, ça fait 4 millions de vues, ça fait 4 millions de vues, ce qui intéresse sa vie directe là, ça ne lui dit rien. Ça fait 5 millions de vues, on a dépassé la barre. Moi, je ne peux pas faire ça, parce que je suis né comme un avatar. Un homme qui a un esprit tellement puissant, que j'aime les belles choses,
Et j'aime des choses qui me font avancer. C'est pourquoi vous avez fait, vous ne savez rien, vous ne vous appuyez pas sur le passé pour construire votre avenir. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Je ne danse jamais, je ne danse pas des choses comme ça. Je suis trop fort pour ça. Et on parle, quand on parle, ils nous insultent. Mais je vous prends comme des morceaux de bois qui non, mais vraiment, c'est étonnant. Donc, les Libanais, c'est pas Fouet qui les a envoyés. C'est la France qui a goupillé pour partager les Libanais partout. Les Libanais se sont intégrés. Ils ont fait des enfants avec des Ivoiriennes. Ils ont fait des enfants partout. Avec Baoulé, avec Djoula, avec tout ça. Les Libanais, les Syriens ont fait des enfants partout qui sont entre nous. Maintenant, les Libanais, la nouvelle génération, ils sont devenus autre chose. Ce sont eux qui deviennent autre chose en zone 4. Ce sont eux qui deviennent autre chose comment on appelle, Makori résidentiel, qui ont un comportement indécent, qui prennent des pistolets pour tirer sur les gens. Tout ça là, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils avaient faim, ils n'avaient même pas 1000 francs dans la poche. Et la France est venue à leur secours. C'est pas Fouet qui avait donné l'argent. C'est la France qui les envoie et puis on partage, bon, cette famille, cette famille, cette famille, cette famille, et on les aide. C'est ceux-là, par ingratitude notoire, qui sont devenus un danger sur la République de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on apprend que quand ils attaquent dans le Moyen-Orient, leur lieu de prédilection pour se cacher, pour faire du mal, c'est en Côte d'Ivoire. Parce que vous savez que la Côte d'Ivoire, eux, les Libanais parlent français, hein, chez eux c'est le français, c'est une colonie française. Donc ils sont mieux à cause de la langue quand ils viennent en France, mais la Côte d'Ivoire est plus développée en termes économiques que le Sénégal, que les autres pays issus de la colonisation française. Donc ils viennent en Côte d'Ivoire. C'est pas quelqu'un qui les envoie. Mais ce qu'ils sont en train de faire, puis on a les preuves qu'ils sont, en train de réorganiser le Hezbollah sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire risque d'avoir des problèmes. Parce que le Hezbollah est classé comme une organisation hautement terroriste. Ça, je prononce ça. Le Hezbollah est classé par le Canada comme une organisation terroriste. Les États-Unis considèrent le Hezbollah comme une organisation terroriste. Moi-même, je considère le Hezbollah comme une organisation terroriste. La France considère le Hezbollah comme une organisation terroriste. Tout le monde occidental, nous sommes unanimes pour reconnaître que le Hezbollah, c'est une organisation de maudites personnes, une organisation terroriste. Ce sont ceux-là qu'Alassane Ouattara et son gouvernement hébergent parce que eux, ils disent que la couleur de l'argent, ils s'en foutent. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne vais pas parler longtemps parce que je me déplace un peu, mais les interventions ne seront pas trop comme ça, parce qu'il y a le boulot. Le boulot qui me permet de soutenir la maman qui est malade, et puis vraiment un père de famille, beaucoup de choses, mais on est ensemble. C'est pas Houphouët-Boigny qui a envoyé les Libanais en Côte d'Ivoire. Il ne pouvait même pas. Et s'il les connaissait même. C'est vrai qu'Houphouët, on le considère un grand homme, mais il ne pouvait pas tout faire. Hein. C'est la France qui a la manœuvre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'union, qu'il y ait la concorde. Parce que quand moi je vois la Côte d'Ivoire, il ne faut pas tenir compte d'une patronyme de quelqu'un, c'est le nom de quelqu'un pour le juger. Celui qui s'appelle Derasouba, peut-être sa maman est Baoulé. Celui qui s'appelle Meïté, là, peut-être que sa maman est Agni. Peut-être que celui qui s'appelle Diomandé, là, sa maman est Gouro. Et vice-versa. Nous, c'est comme ça qu'on voit la Côte d'Ivoire. Vous voyez, j'ai un ami dont la maman est d'une certaine ethnie, qui parle souvent, il a les larmes aux yeux. Il est un grand cadre du RDR. Il dit, mon frère, imagine que le jour même ils apprennent que ma maman n'est pas Djoula, ils vont me traiter autrement. Il me le dit en tout temps, puis je ris. Il dit, non, il ne faut pas rire. Ils voient mon patronyme, ils savent que je suis Diarasouba, donc ils me considèrent pour le moment. Mais si je leur dis que ma maman s'appelle Guédé Elisabeth, mon frère, ce jour-là, ils vont me dire que je suis devenu PPACI.
Parce que mes parents, Djoula, là, ils sont comme ça. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyons unis. Moi qui suis là, je vous dis toujours, je n'ai pas caché. Les gens du Nord, ce qu'ils ont fait pour moi, aucun Dida n'a fait ça même. C'est-à-dire que même un millième. Donc soyez comme moi. Quand tu vois un Djoula, c'est ton frère. Quand tu vois un Baoulé, moi je veux que tout le monde soit comme moi. C'est pourquoi je suis dur. Et comme on ne voit pas ça en Côte d'Ivoire, puis c'est sous le règne du président Alassane Ouattara, je ne peux pas être content. Que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas écouter les hérésies de cette femme affamée à qui ils ont donné quelques millions, qui parle de double nationalité sans savoir ce que c'est en réalité. Tous les Fologos, là, ils avaient double nationalité, ils étaient mariés aux Françaises. Fologo. Autour d'Alassane Ouattara, ils ont la double nationalité. Même Bictogo, il est ivoiro-burkinabé. Donc, quand on veut parler d'un problème, il faut aller dans la profondeur. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, ces périodes-là, je n'ai pas le temps. Mais voilà, que Dieu vous bénisse.